Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Politique et Éco avec cette semaine notre invité Éric Doutrebente, président du comité de surveillance de la financière Tiepolo, société de gestion de portefeuille qu'il a fondée en 2008 et qu'il a fusionné avec Demandols Gestion en 2021. Éric Doutrebente, bonjour monsieur. Bonjour. Alors Éric Doutrebente, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous faire un portrait de cette financière Tiepolo ? Quelle est sa spécificité ? Alors, on est une société de gestion de portefeuille indépendante. Vous avez à peu près 700 sociétés de gestion en France, mais elles sont pour beaucoup détenues par les banques. Donc, par exemple, si vous êtes client de la BNP, vous avez une structure qui est une société de gestion qui appartient à 100% à la BNP et qui est régulée et réglementée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et on est confrère, par exemple, de la gestion de BNP. Mais nous sommes indépendants, nous sommes évidemment nettement plus petits que la BNP, et nous faisons qu'un seul métier, qui est de la gestion de portefeuille, avec pas mal de conseils pour des clients privés, des personnes morales, des holdings familiales, des fondations, des fonds de dotation, ce qu'on appelle les OSBL, les organismes sans but lucratif. Et nous sommes 35 au service de nos chers clients et que l'on conseille, on leur fait faire ce que l'on ferait pour nous. Et il y a une relation directe entre le client et le gérant. Donc il n'y a pas, comme dans beaucoup d'institutions, le client, un commercial, un allocateur alternatif. Donc c'est vraiment une relation directe. Évidemment, on travaille en équipe, donc autour, il y a les assistantes de gestion qui sont importantes pour la relation avec les clients et qui font les espèces de virements, les nouveaux contrats d'assurance vie. Donc toute la partie back-office est traitée par une équipe d'assistantes très compétentes et très proche du client. Et puis après, vous avez le gérant qui travaille en direct avec le client, mais il y a aussi un binôme, puis un ingénieur patrimonial qui est très important parce que dans ce bazar patrimonial, fiscal, donc si vous n'êtes pas une personne à 100% de son temps qui fait cela, eh bien c'est nettement plus difficile. Sachant que quand on voit un prospect, on commence par savoir qui il est, ce qu'il veut, quelles sont ses appétences, et évidemment on fait une synthèse patrimoniale, ce qui est essentiel pour bien connaître le client avant de le gérer. Donc c'est une vision longue et en partenariat avec les conseils du client, que ce soit son notaire qu'on fait bouger, son avocat fiscaliste quand il y a un problème. Donc voilà, on est au service du client avec une relation directe et personnalisée, sachant qu'on est indépendant, ce qui est vraiment la chose importante. Et vous avez vu que vous avez indiqué que j'avais fusionné les deux structures en 2021. Évidemment, j'aurais pu vendre à une banque privée, mais j'aurais perdu mon âme. Et je pense que nos clients qui ont fait notre richesse, il faut avoir la fidélité de transmettre ce qu'on a reçu aux uns et aux autres. Alors, est-ce que le client de cette financière Tiepolo doit forcément avoir 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million sur son compte pour se dire « j'ai besoin de placer ce capital ». Est-ce que je peux m'adresser à vous ? Il n'y a pas de minimum. Voilà, pas de minimum et pas de maximum non plus. Donc c'est important, on s'occupe de la personne et on est très poussé vers l'accompagnement de la patte humaine ou des familles. Donc on a des familles, on a le grand-père, le père et le petit-fils. Et donc voilà, on est très heureux d'avoir une relation personnelle avec les gens qui nous font confiance. Alors on parlera évidemment des résultats de la financière Tiepolo un peu plus tard, lors de notre entretien. J'aimerais d'abord qu'on commence par ce qu'a annoncé Bruxelles, Madame Ursula von der Leyen, et ses 800 milliards d'euros qu'elle veut soulever pour réarmer l'Europe, dit-elle, alors qu'on l'observe depuis des années, les États membres sont surendettés. Que pense Éric Doutrebente, président de la financière Tiepolo, de cette nouvelle affaire? Écoutez, c'est quand même très étonnant de voir quelqu'un qui apprenait la règle qui était pire que pas pire, qui était plus gravée dans le marbre
ou dans la pierre que les 10 commandements de Moïse. Le pacte budgétaire. L'histoire des 3%. Ouais. Donc, je vous rappelle qu'on est quand même plutôt à 5,4 en objectif pour la France et on est monté jusqu'à 6,1. On se demande par quelle opération on est monté aussi haut sans avoir été, on ne le saura jamais, sans qu'il y ait une réalité des chiffres. Oui, Monsieur le maire a montré patte blanche. Bon, voilà. Donc là, on a un déficit de 5,4 pour 2025 et vous le dites, oui, 6,1 l'année dernière de déficit public. Bon, qui était complètement délirant. Donc là, il y a une action donc concertée, mais vraiment organisée par notre chère présidente. Bon, c'est un peu délirant, mais aujourd'hui, vous avez, c'est essentiellement porté sur la défense. Donc, ce qui est très compliqué à comprendre, c'est pourquoi on n'a pas mis les moyens au début de la guerre. Première idée. Deuxième idée, pourquoi on la met en réaction, parce que c'est en réaction par rapport à la résolution du conflit entre... Oui, et puis c'est aussi l'arrivée de Donald Trump qui dit aux Européens, vous allez devoir assumer vos responsabilités, vous êtes grands. Mais ça, on le savait depuis des années qu'il y avait des aspects politiques, géopolitiques entre les États-Unis, la partie russe et puis aussi les Chinois. Donc c'est très étonnant, mais c'est pas grave. Tout le monde a l'air d'applaudir. Alors on ne sait pas très bien si ça va être mis en place comme ça. Et je pense que ce qu'il faut regarder, c'est regarder sur longue période, parce que c'est l'histoire qui fait. Quand vous regardez sur longue période les dépenses militaires en Europe depuis 60 ans, vous voyez à peu près ce qui s'est passé par rapport au PIB. Donc on a une moyenne. Attention aux moyennes, mais bon, on a fait tirer une moyenne à 3%, on est tombé à 1,7 du PIB, et donc là, on veut absolument faire remonter ça de manière violente. Après, vous avez ça sur une période aussi, donc les dépenses militaires en Europe, après vous avez ça dans le monde, donc là, dans le monde, c'est un petit peu supérieur, mais ça vous donne des idées, donc vous voyez qu'on est quand même très bas sur les dépenses militaires. Et c'est quand même plutôt une bonne chose qu'on soit bas sur les dépenses militaires. Je pense qu'on devrait se réjouir de la paix et non réarmer les différents continents. Bon, ça, pour préparer la paix, préparer la guerre. Oui, mais bon, écoutez, ça fait quand même... Moi, je suis assez content de voir que quand les dépenses militaires dans le PIB sont en baisse, c'est quand même plutôt vertueux. Mais il faut pas non plus... parce que le PIB descend. Bon, il faut peut-être pas non plus être idéaliste et je pense qu'il faut aussi être raisonnable par rapport à cela. Donc on a des dépenses militaires dans le monde qui sont ce qu'elles sont, donc c'est 2,3% du PIB. Et puis après, je pense que venons-en à notre chère France. Sur ce slide, c'est important, on voit la France qui est le deuxième exportateur dans le domaine de la défense. Vous avez deux périodes très simples. Donc en plus clair, vous avez la période 2014-2018. Donc là, on n'est plus sur 60 ans, mais on est sur 10 ans. Et vous avez aux États-Unis, vous voyez très bien qu'il y a un effort qui a été fait puisqu'on est passé de 34 à 42%. En France, on est passé de 7,2 à 11. Je rappelle que le trait plus sombre, c'est sur la période 2019-2023. Donc on voit que ça monte. Et puis comme par hasard, en Russie, ça baisse d'une manière non négligeable. Ce serait quand même des chiffres à vérifier, ainsi que la Chine. Et puis vous voyez qu'en Allemagne, l'effort de guerre est quand même nettement moins... L'exportation dans le domaine de la défense est moins important. Attention à ces chiffres, ce qu'il faut, c'est voir qu'il s'est passé quelque chose et après, qui financera. Alors, ce plan d'Ursula von der Leyen, c'est donc 800 milliards d'euros sur 4 ans, il me semble. Cela permet aux 27 États membres de s'endetter à hauteur de 650 milliards. S'ils sont d'accord. Exactement, ça n'est qu'un plan pour l'instant, un plan sur la comète. Quelles vont être les conséquences de ce nouvel endettement pour la France et l'Europe ? Alors, si on y va. Alors, d'abord, on a déjà les Pays-Bas qui ont mis quelques réserves hier. Il faut voir que les Pays-Bas sont, par exemple, ceux qui, en Europe, utilisent le plus d'armes qui viennent des États-Unis. On sait très bien qu'il n'y a pas d'harmonie depuis longtemps, malheureusement, sur les aspects européens par rapport aux armes, puisque vous avez eu plein de pays qui ont choisi, au lieu de choisir par exemple le Rafale ou l'Eurofighter, aller chercher des F-16, F-35 américains. Donc, c'est très bien si on arrive à refaire une concentration importante sur la partie européenne,
Très bien, mais je pense qu'il faut aussi, c'est comment ça va être financé. Et là, il y a plein de choses ouvertes, rien n'est décidé. Et je pense qu'il faut surtout être prudent. Et ce n'est pas obligatoire que les 800 milliards vont être débloqués. Donc soyons prudents sur le sujet. Voilà, je pense qu'il faut attendre. D'accord. Alors, ce nouveau paradigme, avec probablement l'idée d'un emprunt forcé, est-ce qu'il peut, à terme, être mis au profit de l'épargnant ? Alors, en rappelant que c'est probablement, on ne va pas forcément demander aux Français, est-ce que vous voulez bien qu'on pioche dans votre épargne pour financer le réarmement européen ? Alors d'abord, les conséquences de ce plan, c'est un sujet sur les valeurs liées à la défense. On a des aspects de valorisation, de croissance des bénéfices et des flux futurs sur l'ensemble de l'armement européen. Donc ça, il faut en tenir compte. Par exemple, si les cadences d'Assaut Aviation qui sont aujourd'hui de 3 rafales par mois passent à 4, on ne va pas faire ça du jour au lendemain. A priori, en plus, Dassault Aviation a eu historiquement des problèmes d'approvisionnement, donc c'est pas aussi simple que ça. Et a priori, pour faire un rafale de plus par mois, il faut peut-être mettre 1 ou 2 ans, ou 3 ans même, on en parle de 2 ou 3 ans pour mettre un rafale en plus. Donc tout ça va être fait avec le temps. Je vous donne cet exemple-là pour vous dire que c'est pas. Vous avez décidé 800 milliards, vous avez compris que c'était toujours pas encore décidé. Ça va peut-être se décider, ou c'est peut-être décidé à très court terme, mais après il faudra le mettre en œuvre. Je crois que ce mouvement-là, et je vais revenir sur les aspects de ponction obligatoire ou pas, mais c'est lié à l'instabilité géopolitique. Et là, si vous arrivez à mettre en scène, comme ils le font, une instabilité géopolitique qui ne date pas d'hier, qui a toujours existé, mais là, ça fait quand même depuis le sujet ukrainien que c'est un peu prégnant, mais pendant ce temps-là, vous avez... Et on passe d'un théâtre d'opération, depuis que je suis sur les marchés, j'ai connu 11 crises successives où il y avait une baisse. Donc il y a eu le Koweït en 90, les gens ont oublié, mais le marché a baissé de 25%. Il y a eu une histoire... russe à un moment donné où le marché, c'était un 15 août, a baissé de 10%, le lendemain il est remonté. Donc on a une instabilité politique, mais on voit aussi, et ça il faut regarder toujours ça sur longue période, donc regardez sur l'indice d'instabilité géopolitique. Donc là je vous ai mis un graphe depuis 1900, donc vous voyez qu'il faut regarder ça sur longue période. Et ben, c'est les périodes essentiellement de guerre, donc on a ça en 1914, 1940, en 2000, avec les soucis qu'il y a eu. Et puis, on a ça depuis 85. Et là, on voit quand même que cet indice... Alors, donc, c'est un indice d'instabilité politique, donc c'est un indice aussi de volatilité. Bon, voilà, ça c'est la situation actuelle. Après, le financement, puisque c'est ça le financement, il y a plusieurs sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous parle que d'emprunts qui seraient faits d'une manière volontaire ? On n'en est pas encore à la ponction que certains redoutent, oui, que Mme Lagarde avait annoncé, sauf erreur de ma part, en 2008, en disant si le soldat Europe a des soucis, on ponctionnera 10% des actifs liquides et le tour est joué. Mais évidemment, la dette depuis 2008 a augmenté, puisqu'il y a eu le quoi que l'on coûte, il y a eu toutes les dettes provoquées par le Covid. Donc, mais bon, ça peut se faire. Moi, je ne pense pas. Ça se fera plutôt de manière volontaire dans un premier temps, où il y aura une augmentation. N'oubliez pas, par exemple, la CSG-CRDS qui était à 0,5% en 1995, aujourd'hui est à 17,2%. Donc, on vous dit qu'on baisse les impôts, mais après, on remonte autour. Donc, il peut y avoir une organisation qui fait qu'il y a une ponction, une hausse de la fiscalité pour payer cette histoire des 800 milliards annoncés par Ursula. Aujourd'hui, il semble que, donc, sur l'épargnant, je pense que les gens qui s'affolent sur leur épargne, ils ont tort. Il faut prendre son temps. Et puis, à la limite, s'il y a 10% de ponction sur l'épargne de tous les Français, tous les Européens, parce qu'on n'est plus en France, en européen, si c'est pour le bien commun d'une manière extraordinaire, sans manipulation, sans zone d'ombre, oui, mais enfin, on est un peu habitué à se faire... Pourquoi pas Voilà, c'est ça le problème. Donc là, j'ai mon petit côté idéaliste sur le sujet, voilà. Mais je pense que... Voilà. Après, il y a aussi un autre sujet, c'est l'histoire de prendre des actifs russes.
Et là, ça serait quand même très embêtant au niveau de la stabilité internationale. Oui, c'est ce dont Emmanuel Macron parlait avec Donald Trump, se rembourser ce qu'il a mis en Ukraine avec les intérêts de ses avoirs russes gelés, c'est quand même non, mais par rapport tous les problème sur les règles de base du capitalisme. Là. Voilà, des règles de base des relations. Qui va vouloir investir après en France si même il y a en un Europe. problème géopolitique, on vous gèle vos avoirs et puis après donc prend les intérêts. Je pense j'espère que ça ne sera pas mis en œuvre parce que là c'est vraiment une déstabilisation des rapports de confiance et aussi les rapports de souveraineté. Même si les aspects de souveraineté, vu les derniers éléments qu'il y a eu en Roumanie, sont toujours complexes. Mais moi, je ne fais pas de politique, je m'occupe simplement des aspects financiers. Donc, selon vous, l'épargnant en France, par rapport à ce plan, n'a pas de souci à se faire? Non, je pense qu'il faut, c'est pas avoir de l'argent liquide, cash sur un portefeuille, sur un compte. Donc ça, il faut essayer d'avoir entre les livrets A, les LDD, les SICAV monétaires que les gens ont complètement oublié. SICAV monétaire, vous achetez une SICAV un jour, vous la revendez le lendemain. Vous n'êtes pas embêté par l'histoire de quinzaine, vous n'êtes pas obligé de le garder 6 mois. Et c'est de l'argent liquide qui aujourd'hui rapporte plus de 3%. Et vous n'avez pas de contraintes. Donc malheureusement, les banquiers ne le conseillent pas beaucoup. Parce que c'est un peu plus lourd à gérer. Et puis dans leurs aspects de fonds propres, et les aspects de fonds propres et réglementaires, ça ne rentre pas dans les mêmes cases. Donc, ce que vous évoquiez avec livret A, LDD, PEL, c'est des plans que les Français connaissent. Ce qu'on appelle l'épargne réglementée. Donc les Français reconnaissent assez bien cela. Mais il y a aussi les SICAV monétaires qui a été très à la mode et qui a disparu des radars et qu'il faut surtout utiliser. Donc pas de danger sur ces livrets? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de danger sur ces aspects financiers. Après, si c'est le grand soir, c'est le grand soir, une ponction de 10% sur tous les actifs liquides, et puis après ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à la financière Tiepolo, si cette ponction sur l'épargne des Français arrivait? Est-ce que vous... Écoutez, le plus important, c'est d'être en bonne santé, d'être bien portant, de ne pas être seul dans la vie. Et après, je pense que c'est nettement plus simple de gérer ça que d'être en 1917 dans les tranchées à Verdun ou d'être... Oui, mais là, vous prenez un cas extrême. Là, vous m'apportez un cas... Si on a un peu de capital, on n'a peut-être pas forcément vous en aurez un peu envie moins. de le... Vous en aurez un peu moins. Et si vous rémunérez correctement... Et si vous mais il y a des gens qui crèvent la dalle aussi en France. Quoi, donc, ça, c'est différent, mais a priori... Écoutez, moi, je pense que ça ne sert à rien d'être anxiogène. Soyons dans le présent, réalistes, attendons que les choses soient annoncées. Mais je ne crois pas à une ponction à court terme sur ces éléments-là. La politique économique de Donald Trump face à l'arrivée... Je voudrais quand même revenir un petit peu sur les pays européens et sur les dépenses avec les États-Unis sur la défense. Ouais, puisqu'on voit que vous avez... donc j'ai parlé d'instabilité, j'ai parlé aussi donc sur ce slide, vous avez la dépendance des États-Unis et de l'Europe par rapport à la défense. Ça dépend des pays, évidemment. Et on voit qu'entre 2015 et 2019, on était dépendant à 52%. On est passé à 74%. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Je vous ai mis aussi un autre... parce qu'il ne faut pas faire de raccourcis, c'est-à-dire qu'on est quand même assez dépendant des Américains, quoique certains... je crois que c'est à peu près 63%. Les pays de l'Union européenne achètent américains à 63%. Voilà. Et je pense que ce chiffre est un peu sous-estimé, puisqu'il y a beaucoup de sociétés dans le domaine de la défense ou de l'aéronautique, ou même dans le naval, qui ont donc des sous-traitants qui ont été rachetés aussi par des groupes ou des fonds d'investissement américains. Je ne suis pas très sûr que le 63 ou 64% soit tout à fait le bon chiffre. Et puis, vous avez aussi cet autre slide intéressant. Donc, vous avez certains pays européens qui s'approvisionnent presque exclusivement aux États-Unis. Donc, vous avez la Hollande, vous voyez très bien, qui sont très hauts. L'Italie, donc ça c'est la part des importations américaines dans la défense de certains pays de l'Union européenne, et puis évidemment la France qui est le deuxième exportateur mondial au niveau des armes, il est dans le bas de ce slide. Mais c'est encore un slide intéressant. Et puis avant de venir à Trump
Je pense que c'est toujours important de parler des valeurs cotées. On a la chance d'avoir évidemment des leaders en France. Dans un premier temps, je ne parlerai pas des valeurs autres, les valeurs européennes. Mais regardez sur ce slide, vous avez la performance de titres depuis 20 ans. Donc, c'est intéressant de voir que... Alors, Safran, c'est une société où il y a des moteurs d'avion qui sont aussi en relation avec GE, il ne faut pas l'oublier. C'est eux qui ont acheté Zodiac. Vous voyez que la performance sur longue période est une très belle performance. Airbus, qui est plus diversifié, qui c'est à peu près 20% de chiffre d'affaires, comme Safran, qui est lié aux aspects de défense, et puis Dassault Aviation qui est en train de monter. Donc ça, c'est la partie longue, et moi j'aime bien toujours le long terme, mais aussi le court terme, parce qu'il faut regarder les deux. Et donc là, vous avez des variations depuis 2022, donc depuis l'invasion de l'Ukraine. Eh bien, vous voyez que les titres comme Safran, ils ont quasiment doublé depuis le début de la guerre. C'est pas à cause de la guerre, c'est lié d'abord à la gestion du groupe Safran. Donc il faut faire attention de ne pas faire des raccourcis trop rapides. Et vous voyez la montée en flèche de Dassault Aviation récemment à cause de cette annonce entre les 800 millions et puis le plan allemand. Tout ça, ça a joué en faveur de la... Et vous voyez très bien aussi l'Eurostock 600 qui est nettement plus large. Donc voilà, donc on a des aspects macroéconomiques, des aspects géopolitiques, des craintes pour des investisseurs ou pour des Français sur leur épargne, mais on a aussi des choses des valeurs qui sur longue période fonctionnent bien, et c'est essentiellement parce qu'elles sont bien gérées. Ça serait bien que les États soient bien gérés, comme certaines sociétés sont bien gérées. Donc c'est ça, voilà. Face à la politique économique de Donald Trump, les mouvements du marché, le Trump Trade retombe et on observe un découplage des actions américaines par rapport aux actions sur notre continent. Comment tout cela peut évoluer? Comment vous voyez les choses? Alors là encore, je vous ai sorti un autre graphe qui évoque cela. Donc c'est septembre, c'est juste avant la victoire de Trump. On voit que le marché américain a pas mal monté après la victoire de Trump. Et puis il y a une cassure, ce qu'on appelle l'effet DeepSeek. Mi-février. Voilà, DeepSeek, ça c'est vraiment intéressant, on le révoquera tout à l'heure. Donc c'est l'entreprise chinoise d'intelligence artificielle qui a développé un agent conversationnel comme ChatGPT. Voilà, donc ça, on va le parler en détail, mais au niveau plus général, donc vous avez l'élection de Donald Trump, il y a l'évolution sur les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt ont commencé par faiblir et puis elles sont en train de se redresser à l'heure actuelle. Le secteur tech, de la technologie aux États-Unis et aussi en Europe, aux États-Unis, le secteur a commencé par monter. Et là, vu les aspects géopolitiques, les aspects aussi de barrières douanières qui sont en train de mettre en place dans certains secteurs, la correction, le marché américain a grosso modo baissé 10-15% sur le plus haut. Ça dépend des valeurs, ça dépend des secteurs. Évidemment, des valeurs américaines qui sont très domestiques, qui sont liées à la consommation américaine, ou des sociétés dans l'industrie américaine qui sont très domestiques et qui produisent sur place, ont plutôt été favorisées. Après, il ne faut jamais regarder de manière globale. Il faut vraiment faire ce qu'on appelle du stock picking et donc choisir des titres. Et après, on a obligatoirement des valeurs qui vont s'en sortir et d'autres qui vont être matraquées. Donc vous avez aussi le déficit commercial, puisque c'est vraiment la balance commerciale. Détériore entre 2000 et 2025. Voilà, je vous ai mis la balance commerciale, donc ça c'était quand même important, puisque on a vu que le déficit est en train de, évidemment avec les dernières mesures qui ont été prises, augmente. Évidemment, les dernières mesures, c'est-à-dire vous parlez des droits de douane? Voilà, donc les projets de droits de douane, les annonces de droits de douane, même s'ils ont été mis effectivement en exergue aussi bien sur l'acier que sur l'aluminium, donc ça par rapport à la France et à l'Europe, mais il y a d'autres projets qui peuvent être mis en place. Donc ça, c'est pour ça que je vous ai montré, vous voyez très bien que ce déficit de balance commerciale se détériore. Et alors, je vous ai mis un autre élément là sur les pays qui sont évidemment avec un déficit commercial. Le premier, c'est la Chine. Le deuxième, c'est le Mexique.
Mais alors attention, parce qu'au Mexique, il y a quand même pas mal de sociétés américaines qui ont fait des usines au Mexique. Donc il peut y avoir des effets pervers, c'est pas du tout évident. Je vous ai mis aussi le Canada pour vous l'entourer et pour vous donner les principaux pays qui devraient être attaqués par rapport à ces aspects-là. Alors, sur le fameux découplage des actions américaines par rapport aux actions européennes, vous avez là aussi un slide préparé. Oui, alors là, sur longue période, donc les valeurs américaines, au moins depuis 5 ans, ont surperformé fortement les valeurs européennes, essentiellement poussées par la technologie, donc les valeurs de technologie. En 2024, les performances des valeurs américaines ont continué de surperformer d'une manière très importante. Ça se calme depuis le début de l'année, mais c'est lié aussi aux prévisions de bénéfices des valeurs américaines. Donc, je vous ai mis aussi sur ce slide la valorisation des valeurs américaines et européennes. Vous voyez que la croissance attendue sur le marché américain est de 7% et sur le marché européen de 8%. Donc, on met en une valorisation qui est nettement plus faible sur les valeurs européennes que sur les valeurs américaines. La tech, évidemment, s'est calmée. Les valeurs bancaires aussi se sont calmées. Ce qui est important, c'est de regarder dans un portefeuille, d'avoir une répartition qui soit équilibrée. Et c'est sûr que la diversification depuis plusieurs années a été plutôt bénéfique que quand on est resté sur une seule zone d'investissement. Et là, depuis le début de l'année, on a aussi des flux qu'on n'avait pas connus depuis assez longtemps sur les valeurs européennes. Donc, est-ce que c'est lié à la montée après l'élection de Trump? Et là, les gens se sont dit, on va voir ce qui se passe, on arbitre contre la partie européenne. Alors évidemment, les seuls moyens de s'en sortir, c'est lié à cause des valorisations européennes qui, en général, sont moins élevées que sur le marché américain. Et donc, ces flux, vous le voyez, je vous présente, les flux soutiennent les marchés européens. Ça se passe essentiellement aussi, donc vous voyez la partie equity, donc c'est les titres, après les fixed income, ce sont les obligations, c'est les deux grosses parties, et donc là on a vraiment des mouvements alors, qui passent souvent via des ETF. Donc les ETF, c'est des produits structurés. Aujourd'hui, les gens, quand vous êtes gérant à New York ou à Londres, vous achetez un ETF par exemple sur la France, vous achetez alors évidemment qui va être essentiellement composé de valeurs du CAC 40, vous achetez un ETF sur les valeurs de l'armement. L'ETF des valeurs de l'armement, ce qui est un peu curieux, c'est qu'il était composé à plus de 60% par des valeurs américaines jusqu'à une période récente. Mais là, ils ont lancé un nouveau ETF depuis quelques jours sur les valeurs européennes. Donc c'est une espèce de panier de valeurs. Et puis, les gens achètent ça et puis le revendent. Donc, on n'est plus dans la gestion de stock picking, ce qu'on appelle la gestion active, où on essaie de trouver la valeur qui va surperformer sur longue période. Mais ce qu'on appelle la gestion passive, vous achetez un panier, puis après... voilà, donc ça, c'est une évolution dans la gestion qui est loin d'être négligeable. Alors, on a aussi la partie sur l'intelligence artificielle avec ce qui se passe en Chine avec DeepSeek, justement, cette entreprise qui est en train de mettre des bâtons dans les roues, justement, de la tech américaine. Comment l'écosystème des sociétés technologiques occidentales va-t-il évoluer au regard de ce qui se passe en Chine? Alors DeepSeek, c'est quand même très intéressant parce que je pense que peu de gens connaissaient DeepSeek il y a plus de 3 mois. Exact. Le marché américain, donc Trump est élu, le marché américain a fait un coup de chapeau non négligeable alors que tout le monde avait prévu que ça se cassait la figure. On nous avait déjà fait cette répétition-là à la dernière élection de Trump en disant si Trump est élu, les marchés vont s'effondrer. Ils ont monté pendant la dernière élection, dernier mandat de Trump. La même chose à court terme, ça a monté. Et puis, la cassure sur le marché américain, c'est quand DeepSeek a annoncé, donc en disant qu'ils avaient la possibilité de traiter l'IA à 20 fois moins cher, avec des coûts 20 fois inférieurs aux autres acteurs, c'est là où on a le début de la baisse des valeurs technologiques et des valeurs liées à l'IA. On le reverra tout à l'heure. Alors l'IA,
Le DeepSeek, c'est très intéressant de voir que les Chinois, et on le voit sur ce slide, on a les comparaisons des performances des modèles IA. Donc celui qui est en foncé, c'est DeepSeek. Puis après, vous avez d'autres langages, d'autres acteurs comme GPT que tout le monde connaît ou Claude. Donc vous voyez, c'est la performance sur différentes catégories. C'est la performance des différentes catégories sur l'IA. Alors, l'IA, pour résumer, vous savez très bien qu'il y a une espèce de... Le premier paquet, c'est la compréhension du langage. Donc, vous voyez, ils sont assez forts. Deuxième paquet, c'est sur la pertinence des réponses sur des aspects physiques ou chimiques ou biologie. Le troisième paquet, c'est par rapport au raisonnement mathématique ou comme le quatrième. Le cinquième, c'est le codage. Et le sixième, c'est la résolution de problèmes liés au codage. Ce qui est incroyable sur la partie IA, même si on en parle beaucoup, ce matin, donc, il a été annoncé par Adobe, lancement qui est une société américaine de croissance. Ils ont dit, par exemple, sur l'IA, ils sont assez portés sur l'aspect marketing. Eh bien, le marketing chez Adobe va être fortement poussé. Ça permet par exemple, vous avez un site internet dans du marketing, d'avoir une vision globale des éléments marketing dans l'internet, de modifier ça rapidement via des questions et des réponses par rapport à votre agent, qui est le système d'information. Et puis, ça va se mettre directement en route et la modification de votre site internet va se faire automatiquement. C'est vrai que c'est une révolution, l'IA, mais ce n'est pas plus une révolution que l'informatique ou le chemin de fer. Voilà. Après, attention, l'IA, ça va mettre du temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité. Alors, je donne toujours cet exemple-là. Dans l'IA, ceux qui vont être le plus confrontés à l'IA et qui vont avoir des soucis, c'est des experts comptables ou des comptables, parce que là, c'est une agrégation de chiffres, mais ils vont monter en qualité par rapport à leur qualité et leur devoir de leur conseil. Et puis ceux qui vont rester, toute la partie assistance, par exemple une femme de ménage ou un technicien de service, ce n'est pas l'IA qui va changer. Donc je fais exprès de prendre deux extrêmes. Ouais. Mais alors, c'est très important de voir on constate quand même une baisse du cours très importante fin janvier de toutes les grandes sociétés impliquées dans l'IA, comme Marvell ou Nvidia. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut durer longtemps ou est-ce que c'est l'apparition de DeepSeek qui déséquilibre tout et qui va se réguler après Donc là, le graphe que je vous ai présenté, c'est la baisse des cours le jour de l'annonce de DeepSeek. Donc vous voyez, c'est quand même sérieux. Mais quand vous regardez aujourd'hui, tous ces cours-là, toutes ces sociétés-là sont encore à peu près en moyenne en baisse de 10%. Donc ça perturbe évidemment le leader face à DeepSeek qui en profite et qui est un peu sous pression, c'est Nvidia qui a fait un soleil, qui a fait une énorme performance depuis pas mal de temps. Je crois qu'il faut aussi garder raison et pas s'inquiéter. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de dire que l'IA va quand même pas mal révolutionner beaucoup d'activités. Mais c'est plus, dans le mauvais sens. C'est plus oui, mais je pense que c'est plutôt un plus. Il y a des secteurs qui vont être restructurés, mais donc des gens qui vont être foutus à la porte. La fameuse destruction créatrice. Oui, mais si vous êtes sur le modèle, que ce soit le DeepSeek ou tout l'intelligence artificielle, vous avez quand même des sociétés qui se créent, des sociétés qui évoluent. Il ne faut pas oublier que le français Mistral avance quand même, malgré tout, dans un marché assez concurrentiel. Et l'idée, c'est que c'est un marché mondial. Mais les Américains ont dit on a tout, et ils ont été un peu surpris de voir ce qui se passe sur DeepSeek. Vous ne trouvez pas trop optimiste? Moi, je pense que quand il y a des nouvelles technologies comme ça, il y a des fortes hausses des cours, et après, on va rentrer dans une période de consolidation, et puis après, il y aura les meilleurs qui s'y mettront. Mais ça touchera énormément de sociétés, mais c'est plutôt un élément qui est favorable avec des investissements qui sont colossaux. Quand vous prenez TSMC, qui est un fondeur taïwanais, ils ont annoncé qu'ils allaient faire des investissements colossaux aux États-Unis, mais on ne parle pas de 10 millions, on parle de milliards. Donc,
faut avoir une vision longue. Tout ça, ça peut accélérer que la technologie. C'est pour ça que je vous ai mis un autre slide sur... alors, on est sur 4 ans. Et regardez, vous êtes... la partie noire, c'est les smartphones. Donc ça, c'est le nombre d'utilisateurs mensuels aux États-Unis. Donc vous voyez très bien qu'on est passé de 16 millions à 62 millions sur la partie smartphone. Sur les tablettes, on est passé de 13 millions à 124 millions. Et l'IA, on est passé de 8 millions à 116 millions. Pour vous dire que l'IA, ça permet aussi de, entre guillemets, booster l'ensemble du secteur de la technologie. Il ne faut pas être obsédé par les semi-conducteurs, il ne faut pas être obsédé par les sociétés qui font du graphique. Il faut regarder le secteur dans son ensemble. Et c'est vraiment ça qui est important. Alors, un retour éventuellement des OPA, les offres publiques d'achat, c'est ce sur quoi vous avez travaillé chez la financière Tiepolo. Comment est-ce que vous expliquez ce retour? Alors, le marché mondial, ce qu'on appelle du M&A, donc c'est les fusions-acquisitions, ce marché, il est très dépendant des capacités qu'ont les sociétés de faire de la croissance externe et de faire des fusions. Donc on a eu en 2020, et on le voit sur ce graphe, on a eu des nombres de transactions donc, qui a été assez bas. Après, on a remonté en 2021, puisque c'était après le Covid, et depuis, on est plutôt en train de stabiliser. C'est aussi lié à l'évolution des taux d'intérêt. Quand vous avez des taux d'intérêt qui sont bas, c'est plus facile d'emprunter pour faire ce qu'on appelle du build-up. Du build-up, c'est-à-dire que vous rachetez une autre société pour croître dans le même secteur ou dans un autre secteur pour faire monter et croître la société. Vous avez donc ce qu'on appelle la croissance externe. Au lieu de faire de la croissance interne, où ce sont les équipes qui font du développement, c'est de la croissance liée à l'interne de la boutique. Vous achetez une société et vous faites ce qu'on appelle du build-up et du M&A. Donc là, le M&A en 2024 s'est un peu redressé. Donc ça, je reparle, ça c'est en global. Et évidemment, au niveau français, puisqu'on est quand même dans un beau pays, là, le nombre d'opérations, on le voit sur ce slide-là, le plus haut, ça a été en 2021, après le Covid. Là, on remonte un peu en 2024, mais malheureusement, les montants sur lesquels ça a été fait sont très faibles. Donc, pourquoi les sociétés et les opérations sur des OPA? Vous avez par exemple une boîte familiale, je prends l'exemple de Tarkett, qui est une boîte qui fait des revêtements de sol. Je connais très bien cette marque. Ah bah voilà, l'ancienne sommaire Alibert pour les vieux boursiers, ou les vieux quincailliers, ou les vieux détaillants. Eh bien, Tarkett, qui était sous pression en plus valeur moyenne depuis quelque temps, eh bien, la famille, accompagnée des fonds, ont décidé de racheter les titres. Normalement, ça ne se fait pas sur des prix délirants, mais ça se fait quand même. Donc, le nombre d'OPA, et en 2024, on a eu la chance d'avoir dans les portefeuilles, donc chez Tiepolo, pas mal d'opérations. On a eu Clasquin, qui est une société avec des primes non négligeables. On a eu les holdings de Bolloré. On a eu Neoen. Donc, les OPA, il y en a, et donc ça va continuer ce qu'on appelle aussi des opérations de rachat. Après, il faut être courageux, et de temps en temps, il ne faut pas hésiter à contester les opérations quand on peut, et c'est ce qu'on fait régulièrement quand les prix nous semblent trop faibles. Donc, plus d'opérations, mais comme vous voyez sur le slide suivant, avec un montant évidemment très faible, puisque c'est pas élevé, et puis les primes qui ont un petit peu baissé. Évidemment, quand le marché est sous pression, eh bien, les gens en profitent pour faire des opérations, je dirais, un petit peu au rabais, ce qui n'est pas toujours très honnête. Donc, ce qu'il faut, c'est que les banquiers conseils fassent leur job et que les autorités de tutelle, comme l'AMF, fassent son job aussi pour respecter l'égalité de traitement entre les actionnaires. Est-ce qu'on peut faire un point sur les résultats des sociétés l'an dernier, en 2024 ? Alors, en 2024, les sociétés ont globalement plutôt été très favorables, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Un des moyens de regarder ça, c'est lié aux dividendes. Donc là, je vous ai mis un graphe sur les dividendes versés dans le monde. Ce qui est important, c'est de voir, et ce qui est intéressant, c'est 2009, on était à 726 milliards. Eh bien, là, les sociétés, c'est 1747 milliards. Donc ça, c'est les dividendes versés. C'est évidemment le reflet des résultats.
N'oubliez pas que les dividendes, il y a un an d'écart, puisque c'est aux assemblées de 2025 qu'on va décider les dividendes liés à 24. Donc là, c'est les résultats, c'est 24 sur 23. Mais les dividendes, donc vous avez vraiment une relation avec les résultats. C'est pour ça que je vous ai mis un autre slide sur l'évolution des résultats. Vous voyez très bien, ça c'est le résultat du CAC 40 en milliards. Et donc, vous avez un gros effet de levier. Après, en 2024, Total a eu un résultat qui a pas mal baissé puisque le prix du pétrole a aussi baissé. LVMH aussi a baissé si on parle des poids lourds. Donc, ça joue. Par contre, dans l'autre sens, les valeurs liées les valeurs bancaires, par exemple BNP Agricole, ont contribué de manière plus importante que les autres années. On a constaté quand même des défaillances d'entreprises, en tout cas en France, par dizaines de milliers. Ça n'a pas influé sur ces résultats. Non, alors ce qu'il faut voir, c'est que malheureusement, beaucoup de ces dizaines de milliers de faillites... 66 000 l'an dernier. Oui, mais on était au plus bas de mémoire, dans les zones des 20 000, 25 000. Il y a beaucoup de sociétés où il y a une personne. Donc il y a des entreprises individuelles qui sont comptées dedans. Vous avez des petites sociétés, petites entreprises qui sont comptées. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs qui sont sinistrés aujourd'hui, liés à des problèmes de qualification des embauches, problèmes liés à tous les aspects fiscaux, salariaux, URSSAF, liés aux aspects de compétences, et puis liés à des aspects de marché. Aujourd'hui, faire un nouveau restaurant, c'est quand même pas simple. Être dans l'automobile sous-traitant, c'est pas simple puisque le secteur est dégradé. Donc il faut aussi regarder par rapport à différents secteurs et différentes secteurs d'activité et puis taille d'entreprise. On peut évoquer également ensemble l'or, dont la barre des 3 000 $ l'once a été dépassée. Comment on peut expliquer ce nouvel engouement ? Alors, avec beaucoup d'humilité, je vous dis que je me suis vraiment trompé sur l'estimation de l'évolution de l'or. Vous êtes Donc, pas le seul. j'ai toujours dit que c'était une relique barbare, comme l'aurait dit Olivier Pichon. Il aimait bien l'or. Oui. Alors, vous avez sur ce graphe, vous avez l'évolution... C'était Keynes qui parlait de relique barbare. Tout à fait. Donc, vous voyez sur ce graphe l'évolution de l'or en dollars. Là, évidemment, à cause des aspects géopolitiques, vous avez depuis 2022, il y a une forte hausse. Donc, c'est lié aux aspects géopolitiques, lié aussi aux aspects liés à l'endettement des États. Et aussi, quand on vous dit la communauté européenne va, en plus, parce que vous parlez de 800 milliards, mais il y a une autre tranche, là, à 150 milliards. Oui, c'est des emprunts que la Commission accordera aux États membres. Ça rajoute quand même tout ça. Et je pense que les gens sérieux, j'entendais récemment le patron du MEDEF qui dit « arrêtons de faire de la dette ». À force de vouloir diminuer le temps de travail, augmenter les dettes, augmenter les ressources de gens qui sont inactifs, accueillir tout le monde avec la bonne humeur, même les gens qui remettent en cause la sécurité de vos plus proches. Il faut quand même s'arrêter, il faut quand même trouver une solution. Alors l'or, aujourd'hui, moi j'ai toujours dit qu'il faut mieux acheter des bijoux à sa femme que d'acheter de l'or parce qu'on peut se faire voler son or. Il y a un engouement. Si les aspects géopolitiques se calment, l'or devrait aussi se calmer, même si on a eu des achats des banques centrales non négligeables, puisqu'il y a eu à peu près 1000 tonnes d'or qui ont été achetées récemment, du moins dans les derniers trimestres, par certaines banques centrales. Acheter de l'or à sa femme, c'est un très mauvais investissement. On perd beaucoup de valeur. L'or, c'est le travail de l'orfèvre. Mais si vous l'achetez correctement, puis au moins vous le faites plaisir, et au moins ça ne reste pas dans un endroit caché sur longue période. Mais c'est vrai que l'or... d'avoir 3 à 5% dans son patrimoine d'or pour être calme, pour dormir, c'est une bonne idée. Après, je reste persuadé que ça n'est pas productif, vous n'avez même pas de dividendes. Et en plus, vous pouvez vous le faire voler et vous pouvez vous faire confisquer, parce que les gens oubliaient qu'après la crise américaine des années 30, après la crise de 29, si vous aviez de l'or, vous étiez coincé avec votre or dans votre coffre, et vous aviez des problèmes pour les vendre. Plus la fiscalité qui est un peu confiscatoire. L'indice des prix de l'immobilier, est-ce que l'immobilier est encore un bon placement aujourd'hui ? Alors, je ne réponds jamais à cette question si on parle de quoi ? Si on parle d'une résidence principale et que vous êtes jeune et dynamique, il faut essayer
d'emprunter au maximum et d'acheter sa résidence principale. C'est aussi de la prévoyance. Si vous avez des enfants, c'est quand même très utile. Après, ceux que c'est les moyens d'acheter une résidence secondaire, c'est une bonne idée, mais financièrement, c'est toujours une mauvaise idée. Je parle par rapport au... Vous n'avez pas de flux. Alors, on va me dire, oui, mais si on avait acheté un appartement à Val d'Isère il y a 20 ans, oui, parce qu'on est sur un micro-marché. Mais là, je vous ai montré un indice, un tableau avec des slides sur l'évolution sur 10 ans à Paris. Vous voyez qu'on est à 18,7, donc on n'est pas à doubler comme certains le disent. Sur les grandes villes, on est à 36% sur 10 ans. Je vous parle du long terme. Hein. Ouais. Sur les top 50 des 50 villes en France, on est à 31%. Les zones rurales, on est à plus 30%. Alors ça, c'est la bonne nouvelle liée au Covid. Mais malheureusement, quand vous êtes en voiture et vous traversez pas mal de villes en France, vous avez des zones aussi sinistrées. Il y a des maisons qui se vendent de moins en moins. Donc, c'est pas du tout uniforme sur les zones rurales. Et en moyenne, la France, c'est 24%. Donc, c'est l'immobilier. Il faut toujours, avant de s'embarquer dans l'aspect immobilier, il faut toujours savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on va hériter, l'inclure dans votre patrimoine. Il ne faut surtout pas faire mourir les générations précédentes réellement, mais c'est bien de l'anticiper au niveau patrimonial, ce que les gens ne font pas. Donc nous, quand on fait une synthèse patrimoniale chez Tiepolo, on tient compte des actifs actuels, on tient compte des actifs potentiels le plus tard possible, mais il faut l'inclure, et c'est comme ça qu'on arrive à bien gérer sa transmission de patrimoine et diminuer ses droits de succession. Les gens, souvent, ne font pas l'exercice. Quelle est ma situation ? Et quelle est la transmission et quels sont le montant des droits. Donc se lancer dans un emprunt auprès d'une banque pour acheter sa résidence principale... C'est toujours une bonne idée, quel que soit le taux. Aujourd'hui, on me dit que 3,50 c'est trop parce que les gens ont pu emprunter à 0,9, mais il y en a qui ont emprunté à 17% dans les années 75, alors que l'inflation... Donc en plus, il y a les taux réels. Et puis, il ne faut pas mélanger les taux réels et les taux faciales. Donc surtout, ce qui est important, c'est un projet et pas se regarder le court terme. Sans ça, on ne fait rien. Et donc là, vous avez aussi l'évolution. Je vous ai mis des petits slides. Un slide sur les prix des grandes villes en France. Donc vous voyez Paris, Nice, Bordeaux, Lyon. Évidemment, il y a des évolutions au court terme. Mais ça veut dire que le plus important, c'est 1, résidence principale. 2, vous pouvez aussi faire des achats immobiliers, soit dans le neuf pour le louer, mais malheureusement, depuis M. Macron, la fiscalité ne fait qu'augmenter sur la partie foncière, plus les aspects de squat, de rénovation. Donc voilà, c'est un véritable sujet, mais je crois que ce qu'il faut, c'est le faire de manière équilibrée dans le cadre d'un patrimoine, et pas avoir des idées préconçues, et surtout, bien situé, bien cité, bien situé, et quand vous faites du foncier que vous allez louer, essayez de faire ça près de chez vous, parce que la personne qui a acheté un appartement à Annemasse alors qu'elle habite Paris, bien même avec de la défiscalisation, et si elle ne peut pas le contrôler, et tous les aspects liés aux aspects de transmission et de succession. La transmission sur de l'immobilier est nettement plus taxée que si vous avez des liquidités que vous avez mis dans un contrat d'assurance vie, vous avez des avantages, ou même sur un compte titre ou un PEA, même si ça rentre dans l'actif successoral. Mais on a une liberté dans les actifs financiers qui sont plus difficiles sur la partie de l'immobilier. Mais ça dépend aussi de son tempérament, de son histoire, de ses objectifs, de son appétence au risque. Donc il n'y a pas de règle. Un mot sur la loi de finances votée le 14 février dernier, 139 milliards d'euros de déficit, soit 5,4% du PIB, on le disait tout à l'heure. Est-ce que ça apporte du nouveau, tout ça ? Alors, malheureusement, on a vu que la loi de finances était compliquée à voter. On a comme événement, mais c'est toujours un peu comme ça, on a une révalorisation du barème donc par rapport à l'inflation, donc une révalorisation qui a été de 1,8% du barème par rapport aux différentes tranches, c'est le premier point. Le deuxième, il y a un nouvel abattement de 100 000 euros de dons familiaux de sommes d'argent qui sont sous certaines conditions, c'est-à-dire que si vous avez votre enfant qui fait une réalisation pour des travaux de rénovation énergétique, il y a le droit dans sa résidence principale. S'il achète un bien neuf ou en VFA en résidence principale, il peut le faire. S'il acquiert un bien neuf en VFA en vue de le louer à un locataire qui en fera sa résidence principale,
il peut y avoir un abattement, mais honnêtement, c'est un nouvel abattement pour les gens qui ont un peu de moyens. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la création de la contribution sur les hauts revenus. Donc là, on a une imposition minimale de 20%. C'est facile d'aller chercher vers les hauts revenus. Bon, même si on a des revenus, on parle de revenus de 250 000 euros, ou, voire 500 000 euros sur les couples mariés ou pacsés, bon, c'est taxé et on sait très bien que... Alors cette taxation-là, il y a l'aspect technique, mais il faudra quand même que les gens qui ont ces moyens-là fassent une déclaration entre le 1er et le 15 décembre cette année pour dire, a priori, cette nouvelle taxe devrait me coûter tant. Et donc, ils vont se faire taxer. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis après, il y a une mauvaise nouvelle sur le LMNP, la location meublée non professionnelle, sur l'histoire d'amortissement. Donc ça remet en cause pas mal d'investissements qui ont été faits pour le LNMP. Et puis dernière chose, il y a la réforme sur l'imposition des gains de titres qui ont été mis dans le cadre de package. Et donc là, ça va une fois de plus pénaliser les gens qui ont des titres de leur société. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de très belles sociétés en France qui sont détenues par des familles, mais qui sont détenues aussi par des salariés, puisque par exemple les salariés à la Société Générale sont importants, la BNP c'est important, chez LVMH c'est aussi important, chez SEB aussi. Donc il y a beaucoup de salariés qui ont la joie de participer aux variations de titres, mais beaucoup, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, ou des gens qui sont chez Total. Donc c'est un peu dommage de, une fois de plus, taper sur l'imposition. Mais comme il y a de l'argent, ils y vont. Donc premier axe, ça a été de taper sur le foncier. Et c'est pour ça que l'IFI est resté immobilier. Ouais. On continue sur l'épargne, mais on vous dit qu'il n'y aura pas d'imposition. Ça serait quand même bien qu'il y ait... Donc pour 2025, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'épargnant au global ? Alors 2025, là je vous ai donné les mesures qui vont rentrer. Mais le problème qu'il y a, c'est comment on fait pour diminuer les dépenses de l'État. Ce serait bien qu'un gouvernement courageux, puisque certains qui ont commencé à être courageux ont toujours été liquidés, c'est quand même dommage. Et donc là, il faut baisser les dépenses publiques. Et puis, il faut surtout que les particuliers gèrent au mieux leur épargne en étant bien conseillés et surtout avec une vision longue. Et ne pas s'occuper du court terme. Ne pas s'occuper des 800 milliards d'Ursula, des 500 milliards de l'Allemagne pour faire un grand plan. C'est pas ça qui va changer la phase de votre gestion personnelle. En plus, entre ce qu'on vous annonce et ce qui est réalisé sur longue période, on sait toujours qu'il y a des bémols. Et là, ce qui est important, c'est que s'il y a un foyer de guerre en Ukraine qui disparaît, quelles que soient les conditions dans lesquelles se fait, s'il y a moins d'innocents qui sont morts des deux côtés, que ce soit des morts russes ou des morts ukrainiens, je pense que ce serait quand même une bonne chose pour le salut du monde. Un peu d'optimisme avec vous, Éric d'Outrebanque. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, vous pouvez retrouver la chronique éco et financière de notre ami Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt et salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « La France de mytho en fiasco ». Alors, on va commencer par le mytho de la guerre à nos portes. Alors, je dois avouer que Emmanuel Macron n'est pas le seul à le porter désormais. Il y a encore plus enragé, plus excessif que lui, outre-Rhin.
En effet, le nouveau chancelier, Friedrich Merz, est en train de nous vendre une guerre qui a déjà commencé avec la Russie. Oui, on est déjà en guerre. Ah, qu'est-ce que Emmanuel Macron aimerait pouvoir le dire aux 20 heures. Bon, le chancelier allemand, lui, évoque les cyberattaques. Bien sûr, elles viennent toutes de la Russie, jamais de la Corée du Nord, jamais de Chine et voire jamais des États-Unis, nos chers alliés naturellement. La guerre, bah, c'est peut-être aussi une façon de détourner notre attention d'un péril qui me paraît beaucoup plus grand aujourd'hui, qui est le péril de la dette avec la France, hein, qui porte 3 400 milliards de dettes, environ 50 000 euros par Français. Donc, on va dire que ce fardeau écrase déjà la génération Z et probablement leurs enfants, autrement dit nos petits-enfants. Et nous vendre la guerre, c'est une façon de dire il faut absolument mettre de l'argent tout de suite sur la table pour empêcher Poutine de défiler sous la porte de Brandebourg à Berlin dans 3 ans et sur les Champs-Élysées dans 3 ans et demi. Quoique je ne crois pas du tout à cette hypothèse, puisque à Paris, nous avons la ZFE et que les chars russes, manifestement, ne sont ni critère A ni critère B. Donc, la guerre, c'est le prétexte pour venir nous faire les poches avant que les agences de notation ne nous dégradent. Et oui, la principale attaque contre la France, ça ne sera pas une attaque russe naturellement, ce sera une attaque des marchés financiers contre notre dette si nous ne nous trouvons pas les moyens de la colmater. Or, vous le savez, ce n'est pas par les économies que le gouvernement va le colmater, et non, évidemment, il va continuer de dépenser 60 milliards d'argent public dans 1200 agences d'État, plus des ONG dont on ne sait absolument pas ce qu'elles font. En revanche, on sait ce qu'elles nous coûtent, donc il n'y a jamais d'économie en France, il y a toujours de la ponction. Alors comme au niveau impôts, taxes, on est allé au maximum de ce que l'on pouvait faire, eh bien ça y est, on nous invente maintenant le grand emprunt patriotique. Ça a été dévoilé le jeudi 20 mars. En quoi cela consiste-t-il? Eh bien, on va lever 500 millions d'euros. Et je pense que ce n'est qu'un début, sous forme d'un emprunt. Un emprunt, alors tenez-vous bien, dont la rémunération sera variable. Alors espérons qu'elle soit assise sur l'inflation, mais ça pourrait très bien ne pas être le cas. Mais la vraie douille, c'est que cette souscription bloquera votre argent durant 5 ans. Alors imaginez que d'ici 5 ans, l'inflation soit à 5 ou 6%, vous aurez pratiquement perdu 30% de votre mise et vous ne pouvez pas récupérer l'argent. Donc vous voyez, c'est une souscription volontaire et derrière, immédiatement, vous avez une confiscation. Vous voyez bien que notre gouvernement est complètement aux abois. Alors, en Allemagne, donc, Merz vend la guerre. Pourquoi? Parce qu'il faut justifier un plan de réinvestissement de 500 milliards d'euros qui enterre les principes de bonne gestion allemande de l'après-chute du mur de Berlin. Donc, fini l'écart maximum de 0,35% de déficit, on va aller aujourd'hui, on ne sait pas, à 2 ou 3%. Après tout, la France est bien à 6, l'Allemagne a de la marge. Alors donc, je vous parlais dans le titre de mytho, je vous parlais de fiasco. On peut imaginer qu'un emprunt volontaire, mais où l'argent est bloqué, ça ne va pas rencontrer un succès populaire colossal. Et l'autre fiasco, eh bien, c'est celui de la grande conférence
une sorte d'états généraux des retraites que voulait Bayrou, en expliquant que voilà, on rétablissait le débat démocratique, qu'on allait peut-être rediscuter de mesures qui ont été prises il y a 2 ans à coup de 49.3 et qui ne sont toujours pas passées dans l'opinion. Alors allait-on introduire plus de souplesse dans l'application de la retraite à 64 ans ? Eh ben non, voilà, Bayrou a dit on discutera de tout ce qu'on veut, mais pas d'une remise en cause de la retraite à 64 ans. Et puis il faut croire que l'IFRAP a ses entrées à Bercy et à Matignon, puisqu'en réalité l'IFRAP propose, elle, d'allonger la durée de la carrière de 64 à 65, voire 66 ans. Allez, on attend que M. Édouard Philippe, qui s'est déclaré comme candidat à la présidence de 2027, lui vienne nous promettre la retraite à 67 ans. Donc, ce grand débat sur les retraites est un énorme fiasco. Tout le monde a claqué la porte et d'ailleurs, vous verrez que sur les médias, on n'en parlait déjà plus jeudi et vendredi dernier. C'était, comme on dit, déjà mort et enterré. La crise des subprimes de 2008 nous a coûté cher. La crise du Covid de 2020 a déclenché la plus grosse vague d'inflation depuis les années 70. Et maintenant, l'Europe vient d'annoncer un plan de réarmement massif de 800 milliards d'euros intégralement financé par la dette. Un nouveau all-in monétaire qui pourrait impacter vos économies, votre épargne et votre pouvoir d'achat. Si vous ne comprenez pas ce qui se joue, vous risquez d'en payer le prix. Pour vous préparer, participez à notre sommet inédit intitulé « Au-delà de la dette ». Nous avons réuni Marc Toiti, Tom Benoît, Étienne Henry et moi-même pour un sommet exceptionnel au-delà de la dette. 4 conférences gratuites pour décrypter ce qui arrive et surtout comment s'y préparer. En prime, un Napoléon, une pièce de 20 francs or sera offert à l'un des participants. Les inscriptions ferment bientôt, ne ratez pas le sommet. Cliquez sur le lien et réservez votre place dès maintenant.